Bonjour à tous, on va commencer et puis on est ravis d'être ici. Donc, je suis contente de pouvoir animer. C'est pas vraiment une table ronde, c'est plutôt un regard croisé avec Sébastien Lecor, qui est directeur du pilotage économique de MyVie, avec Adrien Bayeux, qui est senior manager chez Adactis dans la practice Modeling and Risk, et également Mathieu Barrault, qui est manager au sein de cette même practice. On va vous parler aujourd'hui des indicateurs et des modèles qui nous permettraient demain de piloter la transition. Quand on a commencé à réfléchir au thème de cet atelier, on avait beaucoup le choix autour des risques émergents. Il y a plein de sujets qui auraient pu nous intéresser, comme le numérique, comme l'hyperréglementation, comme les attentes des assurés. Beaucoup de choses qui nous font réfléchir sur notre gestion des risques. Mais finalement, on a fait le choix de nous concentrer sur le climatique, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Adactis. Et on a fait le choix de le faire avec un assureur très engagé qu'est la Maïf. On a fait ce choix parce que finalement, notre monde, le monde de l'assurance, est aujourd'hui au cœur des enjeux de durabilité pour plusieurs raisons. Déjà parce que les assureurs vont être en première ligne quand il va s'agir de ces risques, de par la nature de leur métier, c'est-à-dire les risques qui couvrent, qu'ils assurent. Et puis à mesure que les impacts de ces changements climatiques vont augmenter, les assureurs vont devoir adapter leur modèle afin de pouvoir évaluer et couvrir les risques qu'ils supportent. Et d'un autre côté, l'assureur va aussi être au cœur de ces sujets parce que finalement, on a une industrie qui est assez puissante d'un point de vue économique, puisque les organismes, de manière générale, sont de grands investisseurs institutionnels. Et donc, s'ils décident d'aller vers du green, on peut s'attendre à avoir un mouvement de plusieurs milliards d'euros qui accélère la transition. À côté de ça, l'assureur, il a aussi un pouvoir d'influencer les comportements, notamment pas mal sur la partie non-vie, puisqu'ils peuvent, par exemple, encourager à des pratiques durables en offrant certains effets sur les cotisations, par exemple. Pendant cet atelier, on va commencer par rappeler le cadre réglementaire, puisqu'on a des exigences qui sont de plus en plus croissantes, pas que dans ce domaine, mais surtout dans ce domaine. Ensuite, on va vous présenter des dispositifs, et notamment d'indicateurs de pilotage, pour finir sur les sujets de modèles, en essayant de présenter une dimension prospective qui nous permettrait une meilleure maîtrise des engagements pris et pour lesquels on fait face à ces risques. Donc, je vais d'abord passer la parole à Sébastien. Donc, merci. Alors, juste pour les slides. Donc, juste pour contextualiser, mais bon, vous êtes déjà tous bien au courant. Néanmoins, c'est quand même, je trouve, important, en tant qu'assureur, de bien avoir ça en tête, en fait. Donc là, ce que j'ai repris, c'est des données de France Assureur que vous avez probablement dû déjà voir. Néanmoins, ça donne bien la tendance. Et pour commencer, il y avait Henri de Castres, à la COP 21 en 2015, qui avait dit qu'un monde à 4 degrés n'était plus assurable. Nous sommes déjà proches de plus 2. Et nous pouvons voir dans le graphique en bas à gauche qu'en gros, sur les 5 dernières années, le charge de sinistre en France a doublé déjà. Donc imaginez si on arrivait à 4 degrés, les charges pour chaque assureur, ce que ça représenterait. Donc le premier point, en effet, ce qu'on peut voir selon les différents périls, les principaux périls, sur un horizon de 30 ans, la sécheresse, selon les estimations actuelles, mais ça peut s'accélérer selon justement la transition plus ou moins rapide, triplerait. Donc, c'est-à-dire c'est encore rien ce qu'on a vu à aujourd'hui. Les inondations, en gros, quasiment doubleraient. Et le péril tempête également sera augmenté de 50%. Ce qui veut dire que nous, assureurs, on a vraiment un enjeu de taille qui est très, très, très important. Bien sûr pour le monde, pour notre planète, en premier, comme on en parlera plus tard, le dividende écologique qu'a mis en place la Maïf, qui est un dividende envers la planète, quelque part, mais aussi parce qu'en fait, c'est notre matière première d'assurer les risques. Et assurer un risque certain, ce n'est plus assurable. Donc c'est vraiment très, 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 très important. Et donc dans ce contexte, en effet, on a un rôle clé à jouer, qui est bien sûr l'adaptation de notre offre,
Bien faire attention aussi aux enjeux d'assurabilité, tout en gardant une approche de prévention et de solidarité. Donc ça, c'est cher notamment aux mutuelles et à la Maïf que je représente. Une bonne gestion des risques de durabilité et enfin, ce qui nous amène par conséquent pour atténuer au maximum un bon pilotage du risque de transition. Donc en fait, donc juste pour contextualiser, donc ça c'était pour contextualiser, sur le slide suivant, pardon, c'était trop vite. Sur le slide suivant, donc en fait, ce qui est important, je trouve, à avoir conscience, c'est le coût de nos sinistres futurs dépend bien sûr de l'environnement dans lequel nous vivrons dans le futur, mais dépend aussi des actes de prévention que nous mettons en place dès à présent. Donc ça, c'est un aspect très important qui va aussi être corrélé avec le coût des sinistres dans le futur. Et l'intégration à s'adapter à cet environnement futur, il est important qu'elle soit bien intégrée dans nos modèles de prospection, justement, afin qu'elle soit valorisée, parce qu'elle impacte indirectement le coût de nos sinistres aussi futurs. Donc ça, c'est important qu'elle soit bien modélisée. Et l'autre aspect aussi, donc là, c'était dans le rapport de la mission Langrenay, mes collègues ici présents en parleront, c'est l'adaptation du modèle assurantiel. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, on a un modèle dans ce rapport qui est décrit comme un modèle basé sur 2 facteurs, 2 approches, liberté de marché et encadrement étatique. Aux États-Unis, c'est un modèle qui est basé que sur la liberté de marché. Et on a déjà des exemples concrets de ce que ça donne. Quand on n'a que la liberté de marché, donc vous avez pu voir, là j'ai mis l'exemple de State Farm, qui est une compagnie d'assurance à la base mutuelle, hein, historiquement parlant. C'était pour assurer les autos en Californie, et qui a décidé de ne plus souscrire de police d'assurance habitation en 2023 en Californie, et qui, en 2024, a décidé de commencer à résilier des assurances habitation. Et alors ça, c'est plus le point de vue Maïf. La solution n'est pas de déserter les zones d'habitation. Notre rôle, c'est quand même bien d'assurer toutes les zones, quelles qu'elles soient. Et donc, dans un modèle de liberté de marché, en effet, sans encadrement, potentiellement, les acteurs peuvent choisir de ne plus assurer certaines zones. Ce qui n'est pas le cas de la Maïf, ce qui n'est pas le cas non plus de la France, ce qui fait une bonne transition avec justement toute la réglementation nécessaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce genre de comportement, notamment en France. Donc avec les enjeux mentionnés pendant l'intro et puis les impacts observés, on observe que les régulateurs, depuis quelques années, ont eu tendance à essayer de chercher à harmoniser les pratiques en termes de reporting notamment, et à renforcer les exigences en termes de transparence. Et ça, donc on a eu toute la partie financière au départ, notamment avec les différentes réglementations prudentielles et comptables. Et là, on a de nouvelles exigences en termes de reporting extra-financier. On a repris différentes réglementations, certaines nationales, certaines qui sont européennes. On a par exemple la NFRD, qui est en vigueur depuis 2017, qui sera remplacée par la CSRD. Celle-là, je suis très sûre que tout le monde en entend parler actuellement. En fait, la CSRD va venir remplacer la NFRD. La CSRD, d'ailleurs, concerne l'ensemble des secteurs. Hein. C'est pas une réglementation qui est propre au monde de l'assurance. Et elle va venir renforcer les exigences en termes de communication extra-financière. Peut-être ce qu'on a de nouveau avec cette réglementation, c'est qu'elle introduit la notion de double matérialité, c'est-à-dire qu'elle va obliger les organismes assureurs non seulement à analyser l'impact de leur activité sur l'environnement, mais aussi de l'environnement sur leur activité, ou dans l'autre sens, mais les deux sont vrais. En tant qu'actuaire, il y a d'autres évaluations avec lesquelles on est peut-être un peu plus familier. Ce sont les différents stress tests qu'on a connus ces dernières années. La CPR a été assez moteur. On a connu deux itérations, une première en 2020, une deuxième en 2023. C'est des choses qu'on va faire de plus en plus et de plus en plus souvent.
Et en dehors de ces exercices, dans tous les cas, ce sont des éléments qu'on va devoir intégrer dans notre gestion des risques de manière générale et dans les ORSA de manière plus ciblée. Ces différentes réglementations, elles vont venir cibler différentes choses. Certaines ciblent l'offre, certaines vont cibler ce qu'on disait sur la CSRD, c'est-à-dire la communication extra-financière. Et puis, en tant qu'actuaire, on va être spécialement impacté par les stress tests, et donc la partie qui impacte le besoin d'évaluation quantitative. Alors, comme le Redija nous l'a présenté, on observe au niveau européen l'émergence d'un nouveau cadre réglementaire en matière de durabilité. Et ça ne s'arrête pas là. On voit qu'il y a un nombre de publications et d'actualités assez nombreuses, même dans les derniers mois. Et ces dernières publications, elles mettent en lumière les nouvelles adaptations qui vont être nécessaires pour les assureurs et également les attentes du superviseur en la matière. D'un côté, sur le pilier 1, on a par exemple la CPR qui se dit favorable à une exigence de capital accrue pour les actifs très bruns. Il y a eu également une collecte EIOPA sur le même sujet qui s'est clôturé il y a quelques semaines. Dans le cadre des rapports 29 LEC, on a la CPR qui a rendu son analyse des 2 premières remises au début d'année. Elle a noté des progrès, mais considère que les rapports sont encore très homogènes et qu'il y a notamment un manque de maturité sur un certain nombre de sujets, et notamment en matière de suivi des engagements de transition. Et enfin, alors dans le cadre de la revue S2, et notamment dans l'ORSA, on aura des nouveaux scénarios de hausse de température à prévoir, et également le sujet d'un narratif spécifique au plan de transition, auquel la CPR est favorable. Donc tout ça pour dire qu'on a encore en tant qu'assureur, il y aura encore des réflexions et des travaux à mener sur ces sujets-là, notamment sur le sujet de la formalisation et du pilotage de la transition. Donc, après avoir rappelé l'enjeu plus global de la crise climatique, mais également donc, les différentes réglementations qui sont là avant tout pour accompagner les acteurs dans la transition, on peut conclure avec donc, quelques objectifs, un peu un récapitulatif des grands objectifs de ces réglementations. Le premier, c'est déjà le partage et la mise en place de bonnes pratiques. On l'a notamment vu avec les exercices climatiques ACPR, qui ont permis d'avoir aussi des méthodologies et des données de paramétrage. Également, le deuxième point, c'est l'atténuation des impacts et l'adaptation face aux conséquences du dérèglement climatique. Et puis le troisième point essentiel, c'est de permettre au secteur de l'assurance de tenir son rôle essentiel sur l'ensemble de ces enjeux. Et pour récapituler, on va dire en une grande orientation, ces différentes réglementations convergent finalement vers la nécessité de mettre en place des plans de transition précis, donc on verra ça tout à l'heure, et d'être en mesure de les piloter. Donc ce sera l'objectif de la fin de cet atelier. Donc avant d'aborder cet aspect pilotage, on va vous présenter donc un état des lieux de ce qui commence déjà à être mis en place chez les assureurs. Peut-être juste pour introduire la suite, donc en faisant un tour d'horizon de ce qui se fait aujourd'hui en termes de durabilité, on a constaté que les choses s'activent autour de 3 grands axes globalement: la stratégie de l'entreprise, la gouvernance et les évaluations quantitatives. On va essayer de mettre en avant pour chaque thématique comment les risques de durabilité sont pris en compte. Et je disais, ce n'est pas une table ronde, c'est plutôt un regard croisé, parce que on va s'appuyer sur 2 expériences. Sur l'expérience de Maïvi, qui va nous expliquer la manière dont ils prennent en compte ces risques, et sur ce qu'on appelle l'Observatoire Adactis, donc qui est un ensemble de pratiques, de bonnes pratiques, d'enquêtes ou de benchmarks pour justement avoir les différentes visions. Et dans le cadre de l'Observatoire Adactis, on va s'appuyer plus précisément sur notre benchmark sur les rapports article 29 de la loi énergie-climat. Du coup, Adrien et Sébastien, je vais laisse peut-être. Alors, le premier volet sur lequel les assureurs ont intégré les risques de durabilité, c'est à travers leur stratégie. On note, par exemple, dans le cadre de notre benchmark, que 95% de notre panel intègre les enjeux ESG dans sa stratégie. Et aujourd'hui, ça s'étend même à des sujets qui étaient moins
connu jusqu'auparavant, donc notamment 60% des acteurs de ce panel qui ont des objectifs stratégiques en lien avec la biodiversité. Et ces enjeux donc, stratégiques, ils ne sont pas uniquement individuels, ils passent aussi par un enjeu collectif, notamment au travers des alliances. Ces alliances, elles permettent d'avoir des objectifs communs, d'augmenter la transparence et également de partager les bonnes pratiques. Et ces alliances, elles peuvent être de différentes natures ou viser différentes thématiques. On peut avoir des alliances qui vont être donc plus ou moins engageantes, ça peut aller d'alliances de principe à des alliances avec des objectifs fixés qui sont chiffrés et contraignants. Et on voit notamment dans le cadre de notre analyse que plus de la moitié des acteurs de notre, un peu moins de la moitié des acteurs de notre panel ont adhéré à une nouvelle alliance en 2022, donc ce qui montre l'intérêt que portent les assureurs à ces alliances. Est-ce que toi, Sébastien, vas-y, je te laisse. Oui, donc à la Maïf, en règle générale, pas seulement Maïvi, mais tout le groupe Maïf, ça fait déjà longtemps qu'on est engagé sur ce genre de thématique. La première charte ISR de Maïf date de 2009. Donc ça fait un petit bout de temps, ça fait plus de 15 ans. Et on a été le premier assureur français, en effet, signataire en 2009 également des principes pour l'investissement responsable posés par l'ONU, qui a été posé en 2006. Donc c'est vraiment une thématique sur laquelle Maïf est très engagé depuis très longtemps. Là-dessus, parlant de... Alors je rebondis sur la biodiversité également, j'en profite, sans aller trop dans le détail, parce qu'on ira un peu plus loin dans le détail tout à l'heure. Donc Maïf finalise une stratégie biodiversité qui aura également des objectifs, parce qu'une crainte que nous avons, et qui a été partagée dans un atelier précédent, c'est qu'en voulant réduire l'empreinte carbone, on détruise en partie la biodiversité. Donc un exemple caricatural, on fait un immeuble aux dernières normes environnementales en rasant une forêt. Ça, c'est catastrophique en fait. Et c'est ce qu'on ne voudrait surtout pas faire à la Maïf. Donc c'est pour ça qu'on va croiser avec une stratégie biodiversité. Et on mesure déjà, désolé, j'empiète un peu, mais on mesure déjà notre impact en termes de biodiversité de notre portefeuille d'actifs. Et nous avons mis en place, donc j'en parlais tout à l'heure, également, donc assez récemment, ce qu'on a appelé le dividende écologique. Donc le dividende écologique, le principe est assez simple. Alors, premièrement, la Maïf est une mutuelle, donc nous n'avons pas d'actionnaire. Néanmoins, on a choisi que notre actionnaire serait la planète. C'est-à-dire qu'il y a 10% de notre résultat qui est alloué sur 2 volets. Donc un volet financement, donc pour accompagner la transition. Donc là, on a des financements, on dote un fonds qui s'appelle Fonds Maïf pour le vivant. Il y a eu 14 projets qui viennent d'être validés récemment là. Donc c'est des projets soit pour remettre en place de la biodiversité par rapport à des friches, par exemple, ne pas laisser des friches comme ça à ne rien faire. Également des projets contre les submersions marines et protéger les oiseaux à l'île d'Oléron, par exemple. Donc tout ça, c'est financé avec 10% de nos résultats. Et également, nous avons un autre volet, j'ai parlé aussi tout à l'heure de la prévention. Parce qu'en tant que mutuelle, nous sommes aussi, la solidarité est importante pour accompagner la transition. Et donc, dans le volet prévention, nous aidons nos sociétaires les plus défavorisés à mettre en place, par exemple, des barrières contre les inondations ou à relever des compteurs électriques si jamais c'est sujet à inondation dans une cave ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi une partie de cet argent qui est utilisé pour nos sociétaires les plus défavorisés. Et enfin, nous sommes membres, comme beaucoup, de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui a pour objectif neutralité carbone en 2050, sachant que nous voudrions avoir une neutralité carbone un petit peu avant. Donc le deuxième volet, donc, autour des enjeux de durabilité, c'est autour de la gouvernance. Donc, ce qu'on a pu observer donc, dans notre panel sur la LEG 29, c'était la mise à jour de différentes politiques. Donc on peut citer politique d'investissement, notamment, avec des exclusions sectorielles qui sont de plus en plus drastiques, qui intègrent des nouveaux critères, dont notamment la biodiversité, Sébastien vient d'en parler. On a également des mises à jour de politiques de rémunération qui peuvent donc inclure des objectifs quantitatifs de durabilité au sein des politiques de rémunération. Et puis également, on peut citer donc les politiques de vote, donc vote en assemblée générale. Et puis en
complément aussi de ces politiques de vote en Assemblée générale, des actions d'accompagnement, on va dire, plus larges, hors Assemblée générale, plus globale des entreprises, qu'on peut appeler plus globalement un engagement actionnarial. Ce qu'on a observé donc, dans notre panel, c'est que pour le moment, 20% du panel a détaillé ses actions précises, aussi bien sur les votes en Assemblée générale et l'engagement actionnarial plus général. Donc, on voit qu'il y a encore, on va dire, du travail pour augmenter ce ratio de couverture sur notre panel. Et puis, bon, voilà, l'idée, en fait, sur la gouvernance, c'est vraiment de manière générale de tenir compte de ces enjeux ESG à tous les niveaux de la gouvernance. Et donc au sein de Maïf, en termes de gouvernance, donc nous avons en place un comité de direction durable qui est sponsorisé par la directrice générale adjointe Hélène Ndiaye, avec un comité finance durable qui lui rapporte. Et ce comité est alimenté essentiellement par une équipe d'experts finance durable qui représente toute une équipe, dont 4 à 5 analystes finance durable uniquement, qui sont présents et qui ont également une capacité de droit de veto lorsqu'il y a bien sûr des investissements ou des désinvestissements et des renforcements de position. Et donc, à titre d'exemple, il y a eu 3% de droit de veto réalisés, ce qui a représenté pour le groupe Maïf à peu près autour de 100 millions d'euros de vente d'actifs, parce qu'il y avait des risques ESG associés, donc il a été décidé de les vendre. Et en termes de politique climat, donc nous avons une stratégie climat depuis quelques temps déjà. Donc notre stratégie, je commencerai peut-être par dialogue, accompagnement, exclusion. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher à dialoguer. Donc à la Maïf, on a décidé d'essayer d'accompagner nos 20 émetteurs les plus émetteurs de carbone pour essayer justement d'influencer dans leur stratégie pour qu'ils soient plus responsables, et également nos 20 principales sociétés de gestion, sachant qu'à ce jour, depuis le 1er janvier 2024, nous avons exclu de travailler avec toute société de gestion qui n'avait pas de stratégie de sortie du charbon. À partir du 1er janvier 2026, nous ne travaillerons plus non plus avec toute société de gestion qui n'a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles. Donc on dialogue d'abord. Après, on finit par exclure si jamais le dialogue, malheureusement, n'aboutit pas. Et nous concernant, donc, on a deux façons de gérer. Il y a des positions en direct, ce qu'on appelle la gestion en direct. Donc là, c'est directement Maïf qui investit. Et la gestion en délégué. Donc là, on investit au travers de fonds. Et donc, dans ce cadre-là, on a à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers en direct, 1 tiers en gestion déléguée. Dans la gestion directe, nous n'avons plus du tout de pause, par exemple, sur le pétrole. Aucune industrie pétrolière en gestion directe. Nous avons un résidu en gestion indirecte parce que dans la délégation de fonds, nous avons des fonds ouverts, notamment, nous ne sommes pas les seuls non plus. Et nous avons aussi, comme je vous disais, aussi une partie dialogue et d'accompagnement importante pour nous aussi. Stratégie de sortie des énergies fossiles, donc je vous disais horizon 2030 et 2040 pour le pétrole, c'est-à-dire sur tous les fonds délégués, en gestion déléguée, on sortira. Si jamais il n'y a pas de suite à nos demandes. Et pour revenir sur la partie droit de vote qui a été mentionnée, donc je vous ai dit que nous avons des fonds gérés en direct et d'autres en gestion déléguée. Toutes nos positions actions sont en gestion déléguée. Donc ce n'est pas Maïf directement qui a un droit de vote. Néanmoins, on leur demande des rapports annuels à chaque fois sur les postures qui ont été adoptées lors des assemblées générales. Et si ce n'est pas en ligne avec nos préconisations, en général, on va sortir du fonds en question. Alors, aujourd'hui, on constate que l'identification des risques de durabilité, que la connaissance, elle s'est affinée. Par contre, il y a encore un volet sur lequel il y a du travail à faire, c'est notamment sur les aspects d'évaluation quantitative, qui n'est encore pas assez développé. Aujourd'hui, on se limite surtout à des impacts sur des métriques et des indicateurs financiers un peu traditionnels, alors que les indicateurs de durabilité, dont Mathieu nous parlera un peu après, ils sont pour l'instant cantonnés à un rôle d'utilisation réglementaire plus qu'à des fins de pilotage. Donc sur l'évolution quantitative, donc à la Maïf, nous avons réalisé des travaux quantitatifs un peu avant d'ailleurs les stress tests ACPR. Ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, finalement, notre dividende écologique correspond plus ou moins au coût pour la Maïf d'une transition retardée.
Donc là, mieux vaut prévoir plutôt que d'attendre et subir. Donc là-dessus, c'est plutôt en ligne avec notre philosophie. Et en effet, nous nous sommes appuyés également sur des scénarios macroéconomiques, parce qu'il n'y a pas seulement des impacts sectoriels dans la prospection, il faut voir aussi où seront les taux d'intérêt, où sera l'inflation dans différents environnements, parce que ça c'est très important aussi, et ça influe sur tout le reste également de nos positions. Nous avons tous beaucoup de positions obligataires notamment. Et dans ce cadre-là, en fait, ce que nous avons fait aussi dans notre modèle ALM, nous pouvons, dans notre modèle ALM, alors, comme tous, définir des cibles par classe d'actifs, ça c'est classique. Mais à l'intérieur des classes d'actifs, on peut même définir des cibles par secteur. Ce qui fait que ça nous permet de croiser des stratégies d'allocation d'actifs classiques basées sur des classes d'actifs, avec à l'intérieur de chaque classe d'actifs potentiellement des objectifs de cibles par secteur. Ce qui nous permet, par exemple, de modéliser le fait qu'on n'aura plus rien en pétrole en 2040. Par exemple. Et ça, c'est important parce qu'en fait, notre point, c'est vraiment d'essayer d'endogénéiser les aspects durabilité dans toutes nos décisions, c'est-à-dire que ça fasse partie du cadre classique de décision, non pas à côté. Donc, ça est englobé dans la solvabilité, le rendement financier et la durabilité, justement pour que ce soit bien pris en considération. Et donc, grâce à ça, on peut mesurer les impacts S2, résultats aussi pour la MAIF. Et donc là, on peut voir les pertes que ça pourrait causer d'avoir une transition retardée. Ça coûterait très cher, même si au début ça coûterait pas cher, mais après ça serait très 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 cher. Et on peut voir aussi l'aspect vertueux d'en effet d'avoir quasiment plus avoir de secteur pétrolier par exemple, parce qu'en termes de projection et de valorisation future, il y aura souvent des actifs échoués, comme on parlait dans un autre atelier, qui perdront beaucoup de valeur et comme nous n'en aurons plus, on sera beaucoup moins impacté par exemple. Alors, en termes de principaux indicateurs qui sont déjà reportés, donc on a l'empreinte et l'intensité carbone. Hein, ça, c'est un indicateur clé qui est utilisé par les États, par la NZAOA, par beaucoup de monde. Dans notre panel, 100% des acteurs l'ont reporté. Ensuite, on va avoir la température du portefeuille qui est un peu plus complexe à piloter, qui peut être plus volatile, plus variable, donc selon les fournisseurs de données, mais aussi dans le temps. On a également donc, sur la biodiversité, qui est important de croiser la biodiversité avec l'empreinte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un indicateur qui MSA, qui est pour le moment assez peu mature, mais qui va devenir essentiel dans les années à venir pour pouvoir suivre les impacts sur la biodiversité. Et puis on peut noter également l'actif réel, donc, qui permet d'évaluer la performance énergétique des bâtiments détenus en portefeuille. On a aussi on a pas mal d'indicateurs, donc notamment des scores ESG, part d'actifs verts. Voilà. Et donc, alors pour Maïf, toujours, alors là, je vais prendre aussi un petit peu ma casquette Maïf-Vie à l'intérieur du groupe Maïf. Donc, Maïf-Vie, toutes nos UC sont labellisées, toutes les unités de compte, soit un label ISR et ou Finansol, Relance et Greenfin. Donc, nous avons une offre complètement labellisée. 95% des actifs de notre actif général sont par ISR, c'est-à-dire par VET. Donc là, c'était un de nos objectifs également. En objectif de réduction d'empreinte carbone, nous sommes déjà, en fait, finalement, à la fin d'année dernière, quasiment déjà moins 25% d'émissions de carbone de notre portefeuille. Sachant qu'elles sont mesurées, donc on en parlera un tout petit peu après, je crois, en scope 1, 2 et 3 amont. Alors, scope 3 amont, c'est qu'on prend en compte nos fournisseurs directs. Donc, on les inclut dans nos impacts en termes d'empreinte carbone. Et enfin, on a aussi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, une mesure de notre portefeuille en termes d'empreinte biodiversité, avec le Mean Species Abundance, qui est en gros la moyenne d'espèces sur 1 km² à l'état naturel, et quel est l'impact de notre portefeuille, sachant que dans notre stratégie biodiversité, on va aussi avoir une trajectoire par rapport à ces impacts, mais on connaît déjà notre empreinte sur cet aspect. Alors, en conclusion de cette partie, on voit que l'identification des risques de durabilité s'est affinée, que les exercices de type ORSA ou stress test climatique ont permis aux assureurs de réfléchir aux méthodes d'évaluation à mettre en place. Mais le problème, c'est que ces méthodes d'évaluation, aujourd'hui, elles se concentrent sur des impacts en termes d'exposition
ou d'impact sur des indicateurs financiers traditionnels, alors que les indicateurs de durabilité qui sont donc primordiaux pour l'application de la politique ESG, eux restent cantonnés donc à leur rôle réglementaire et en vision spot, ce qui ne permet pas du coup de tenir compte des engagements futurs des entreprises qu'on pourrait avoir en portefeuille. Et donc dans cette dernière partie, ce qu'on va vouloir voir, c'est comment utiliser ces indicateurs de durabilité, comment les intégrer au modèle de demain pour qu'ils nous permettent de prendre des décisions éclairées dans le cadre du pilotage de la transition. Donc on va vous parler donc, du pilotage de la transition via les plans de transition. Donc, dans un premier temps, un peu un rappel ou une présentation des bases quantitatives d'un plan de transition. Qu'est-ce qu'un plan de transition ? La première étape essentielle, c'est de définir une trajectoire cible d'émissions. Cette trajectoire doit être effectuée en valeur absolue, donc des émissions, et jusqu'au scope 3. Donc, on parlait du scope à l'instant. Le scope 3, c'est ce qui va définir les émissions qui sont liées aux activités en amont et en aval de l'activité. Deuxième point clé, c'est donc la projection d'indicateurs de durabilité. Donc voilà, vraiment de voir ces indicateurs qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais de manière prospective. Être en capacité de les mesurer, mais de les projeter également. De pouvoir suivre ces objectifs sur les différents indicateurs, et également de pouvoir communiquer ces résultats. Et puis enfin, l'ensemble de ces informations doivent être projetées sur des horizons multiples, donc du court terme au long terme. Voilà ce qu'on peut dire, on va dire, sur la méthodologie du plan de transition. Alors là, Mathieu nous a présenté un peu les bases de la définition d'un plan de transition. Mais pour permettre au modèle d'être un outil d'aide à la décision, dans le cadre du pilotage de sa transition, il y a un certain nombre de réflexions à mener. La première, c'est sur la maille de pilotage. Donc, on a vu dans le cadre des exercices stress test ACPR que le secteur d'activité serait une maille importante, mais pas forcément suffisante, notamment parce qu'à travers d'un même secteur, on va avoir des acteurs qui se comportent différemment, qui ont des ambitions et des engagements assez différents. Donc, il faudra sûrement pouvoir être en mesure de jongler avec différentes mailles dans le cadre de cet exercice. Après, le deuxième volet, c'est la partie indicateur de durabilité, bien sûr. On a parlé de l'empreinte, et donc ça sera vraisemblablement un des indicateurs clés à ajouter dans les modèles de projection. Donc ensuite se poseront les questions de disponibilité de la donnée, des méthodes de projection sur lesquelles il faudra réfléchir. Et un des points auxquels vous savez tous, c'est que l'enjeu climatique, il est pour l'instant assez long terme. Donc il faudra aussi avoir une réflexion sur comment adapter les modèles de projection pour tenir compte de cet environnement long terme, donc que ce soit sur les hypothèses. Donc il ne suffira pas juste de prolonger des hypothèses court terme pour avoir des projections réalistes. Il faudra vraiment pouvoir être en mesure d'anticiper quelles seront les évolutions à venir. Et également en termes de méthodologie, il faudra que le modèle puisse refléter les décisions de gestion dans 10, 15, 20 ans, voire 50 ans de l'entreprise. Et enfin, l'un des derniers points, c'est que la transition, elle est incertaine. On le sait qu'elle devrait avoir lieu, mais on ne sait pas encore comment. Est-ce qu'elle sera ordonnée? Est-ce qu'elle sera retardée? Et donc, il faudra être en mesure de scénariser ces projections afin de pouvoir capter un peu la sensibilité de notre plan de transition à cette hypothèse. Mais la contrepartie de tout ça, il y aura quand même des impacts à prévoir, que ce soit en termes de coût de développement, en termes de temps de calcul ou en termes de complexité de modèle. Donc, ce qu'on va essayer de vous présenter là, maintenant, c'est pour terminer l'atelier. Donc, c'est une méthodologie avec un cas pratique pour expliquer comment on peut piloter la transition sur un cas orienté placement, parce que les placements représentent la grande majorité du scope 3 des assureurs. La méthodologie repose en différents axes. Donc, le premier, on ne va pas y revenir, c'est la définition du plan de transition. Le deuxième, c'est projeter les indicateurs, donc via le modèle. C'est ce que disait Adrien à l'instant. Et puis ensuite, la suite vient, on vient se placer donc, l'année suivante pour venir réaliser des analyses, donc notamment de backtesting, selon les mailles de pilotage et éventuellement également en faisant des zooms assez précis sur des émetteurs clés pour pouvoir venir challenger le plan de transition qui avait été défini et ensuite pour terminer sur des décisions et des actions à mener et venir réajuster les actions à mener dans le cadre du plan de transition. Donc Adrien va nous présenter un cas un peu concret du coup sur cet aspect-là. Ouais. Donc Mathieu nous a présenté la démarche du pilotage de la transition à partir de nos modèles.
Donc là, ce qu'on a cherché à illustrer, c'est de manière concrète, c'est comment les modèles allaient nous aider dans le cadre de ce pilotage. Donc là, on se place dans le cas d'un assureur qui a défini son plan de transition, qui a fait les adaptations nécessaires sur son modèle pour pouvoir projeter les bons indicateurs de durabilité, par exemple l'empreinte. Il s'est d'ailleurs assuré que son plan de transition était cohérent, que sa stratégie était cohérente avec les objectifs qu'il s'était fixés dans le cadre de son plan de transition. C'est le premier graphe qu'on voit à gauche. Ensuite, le temps passe et ce qu'il cherche à faire, c'est évaluer est-ce que sa transition se passe bien, est-ce que ce qu'il avait anticipé s'est bien passé comme prévu. Alors là, on a illustré un cas où ce ne serait pas le cas. Donc il voit que ce qu'il avait anticipé l'année dernière ne s'est pas réalisé en termes d'empreinte, par exemple. Et il va pouvoir, à partir de son modèle, zoomer sur les principaux émetteurs pour pouvoir voir en termes d'empreinte carbone quels sont, on va dire, les bons et les mauvais élèves par rapport à ce qu'il avait anticipé. Donc là, on a illustré sur 3 émetteurs. Et ensuite, il voit que, par exemple, il y a le premier émetteur qui avait un plan assez ambitieux qui a été réalisé, donc a priori pas de souci. Un deuxième émetteur qui avait un plan donc peu ambitieux en termes de décarbonation et qui en plus ne l'a pas réalisé. Et un troisième qui avait un plan très ambitieux mais qui ne l'a pas réalisé. Et donc il va pouvoir, à partir de son modèle, scénariser et faire des différentes sensibilités à différentes stratégies qui viseraient à inclure ou exclure certains de ces émetteurs. Et il pourra donc, à partir de son modèle, prendre une décision éclairée, et plus uniquement sur la base d'indicateurs rendement-risque, mais en tenant maintenant aussi compte des enjeux de durabilité. Et donc là, dans le cas qu'on a illustré, il viendrait exclure cet émetteur 2 qui n'était déjà pas très ambitieux sur son plan de transition et qui en plus ne l'a pas respecté, et complété avec une analyse qualitative, aurait du coup mis peu de moyens pour pouvoir réaliser ce plan de transition. Pour finir, on peut noter donc qu'en termes de levier au cœur donc, du métier de l'assureur lors de ce pilotage de la transition, on a différents leviers. Donc l'engagement actionnarial, on en a parlé tout à l'heure, à travers les votes aux assemblées générales, mais un accompagnement plus large. Des soutiens, financements, comme Sébastien aussi l'a décrit tout à l'heure, des entreprises et différents projets qui valorisent la durabilité. La revue de la stratégie d'investissement, c'est pareil, on a évoqué différents axes donc via des réallocations sectorielles, mais également au sein d'un même secteur, faire des zooms sur les différents plans de transition et donc même au sein d'un même secteur pouvoir venir ajuster la stratégie ALM. Et puis en toute fin, alors ça c'est pas l'objectif, c'est censé être en dernier recours, mais dans le cas où les axes de réajustement ne serait pas suffisant, venir revoir la trajectoire cible pour qu'elle soit en adéquation avec ce qui est réalisable. Et c'est vrai, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en faisant tout ça, on peut constater, en tout cas nous on a constaté, qu'en effet ça augmente le temps de calcul. Parce qu'en fait on va beaucoup plus dans la granularité par rapport à un modèle ALM classique. Il va falloir aller beaucoup plus dans le détail et croiser beaucoup plus de champs des possibles, ou champ contraint, selon comment on veut l'appeler, ce qui rend en effet des allocations stratégiques d'actifs qui ne seront, encore une fois, qui ne seront pas que dire X%, je sais pas, d'obligations d'État à 5 ans de tel rating, mais il faudra dire aussi de tel secteur, voire tel émetteur. Donc c'est un gros chantier de construction de modèles ALM si on veut aller vraiment dans le détail refléter au mieux la réalité des stratégies climat de chacun, quoi. Je me fais timekeeper, il est 29 et on voulait bien avoir 2 minutes pour les questions s'il y en avait. Donc globalement, ce qu'on retient, c'est que pour différentes raisons, les assureurs sont aujourd'hui vraiment au cœur de ces enjeux, avec un certain rôle à jouer en termes d'influence, d'exemplarité, d'assurabilité, prévention, Sébastien t'en a parlé, mais aussi de gestion des risques. Ce qu'on voit globalement dans notre observatoire, c'est que le mouvement est lancé. Aujourd'hui, les enjeux de durabilité commencent à être intégrés dans la stratégie, notamment dans les politiques d'investissement. Ces enjeux-là sont quand même assez poussés aujourd'hui par la réglementation, à la fois sur les indicateurs, donc avec le 29 LEC et bientôt la CSRD, mais aussi dans les modèles. On a parlé d'ORSA, on a parlé de stress test.
On a des nouveaux enjeux qui émergent sur les plans de transition. Et juste pour finir sur ce que tu disais, effectivement, ces enjeux-là vont nécessiter de nouvelles réflexions, à la fois en termes de méthodologie, mais aussi en termes d'outils, parce que tu évoquais notamment le sujet des temps de calcul. Donc voilà, à la fois en termes de méthodo et de solutions. Et on va prendre les questions s'il y en a. Alors oui, donc il y a pas mal de questions côté aussi. Alors comme vous l'aurez compris, en fait, nous, notre politique, en effet, c'est pas faire comme State Farm, c'est-à-dire s'il y a une zone qui est complètement difficilement assurable, on part. Donc en effet, on va pas plutôt exclure, donc on reverra plutôt on a tendance plutôt à revoir le tarif, voire à inciter des actes en effet de prévention dans ce cas-là, dans ces zones. Donc la boucle un peu fermée avec le dividende écologique, peut-être essayer de voir si on peut favoriser des sociétaires en difficulté, qui souvent, là, c'est pas toujours le cas, c'est un peu caricatural, mais souvent, dans ces zones-là, c'est plutôt aussi des personnes qui n'ont pas forcément les moyens non plus de partir. Faut aussi le savoir. Donc c'est des personnes qui, certaines d'entre elles peuvent être éligibles justement à notre dividende écologique également pour mettre en place des mesures de prévention qui permettraient de réduire le coût de l'assurance. Donc la réponse exclusion, on exclut extrêmement peu et le plus tardivement possible. En tout cas, c'est pas notre politique. Alors, on a si c'est fait initialement volontairement, enfin en connaissance de cause et que c'est vraiment un péril imminent, dans ce cas-là, on serait peut-être amené à exclure, peut-être, en effet, si c'est lié à une transformation de l'environnement, ce qui est aussi très souvent le cas. Hein. Dans ce cas-là, on n'exclut pas et on essaie d'accompagner nos sociétaires au mieux. Je ne sais pas si ça répond. Je vais prendre le premier. Comment on établit le Alors, plan? c'est vrai que pour fixer la trajectoire, c'est vrai que neutralité carbone en 2050, vu que je vous disais tout à l'heure qu'on est déjà presque à +2 et qu'à +4, on pourra quasiment plus assurer personne. Ça, c'est juste mon avis personnel, c'est peut-être un peu tard. La question, elle est sur la vitesse. C'est comment on arrive au 2050. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est assez variable d'un organisme à un autre. Et, ça a été évoqué dans d'autres ateliers tout à l'heure. Clairement, aujourd'hui, sur le marché, on a des
niveaux de maturité assez disparates et donc aussi des vitesses de transition assez variées. Mais c'est vrai que vers 2040, ça serait mieux que 2050, clairement. Donc en effet, nous, c'est pour ça que d'ailleurs, le pétrole, il y en a quasiment plus aucune position sur le pétrole, par exemple, à part dans les fonds en gestion déléguée. Je crois que ça représente 0,6% du portefeuille. Enfin, c'est quasiment rien. Et voilà. Et donc 2040, il y aura zéro partout sur le pétrole. Charbon, énergie fossile non conventionnelle, c'est zéro dès 2030 pour Maïf. Donc là, ça aide. En effet, si tout le monde faisait ça, ça aiderait. Après, en effet, je comprends qu'en effet, d'autres groupes ont d'autres intérêts et connexions qui rendent peut-être plus difficiles les choses. Mais voilà, en tout cas, si tout le monde faisait ça, ça serait peut-être un peu plus rapide que 2050. Ouais, après, sur la deuxième question, sur la partie données, on compte beaucoup sur la CSRD, qui on espère apportera beaucoup de données pour pouvoir préciser ces points-là, notamment sur les ambitions de transition. Et après, il y a quand même il n'y aura pas que des données quantitatives. Je pense qu'il y aura aussi un volet plus qualitatif pour voir étudier les rapports, voir quels sont les moyens qui sont mis en face pour faire les transitions, parce que il ne suffit pas de dire je vais faire une très belle transition et en disant je serai à la neutralité carbone. Il faut aussi voir quels sont les moyens mis en face et est-ce qu'il y a... Et c'est donc là tout l'objectif d'intégrer au modèle ces informations-là, c'est pour pouvoir permettre de suivre et de pouvoir constater, ok, tel émetteur s'était engagé à faire ça. En fait, on voit 2 ans après qu'il n'est pas du tout au niveau qu'on avait prévu sur la base de cet engagement. Et donc, on va aller soit rééchanger avec lui, soit redialoguer avec lui, voir s'il faut aller l'exclure de notre stratégie d'investissement. C'est là, du coup, tout l'intérêt d'avoir ces éléments dans le modèle. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.